une alliance qui dérange l'Occident. Dans cet entretien exceptionnel, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko parlent sans filtre. Entre projets militaires secrets, attaques contre les symboles de la mémoire soviétique et messages directs aux dirigeants européens, les deux présidents dévoilent leur vision d'un monde multipolaire. Pourquoi ces deux hommes se rencontrent-ils aussi souvent? Que cachent leurs projets de coopération? Et surtout, pourquoi invitent-ils les autres à les rejoindre? Cette conversation va faire réagir. Regardez jusqu'à la fin. Chaque phrase compte. Laissez votre avis en commentaire. Cette alliance Russie-Biélorussie vous inquiète-t-elle ou représente-t-elle une réponse légitime à l'hégémonie occidentale? Monsieur Alexandre Grigorievitch, je tiens encore une fois à vous remercier d'être ici aujourd'hui, à Lougograd, sur la terre sacrée de Stalingrad pour nous tous. Vous participez avec nous à cette glorieuse célébration de la victoire, et nous comptons vraiment vous voir à Moscou pour les cérémonies principales du 9 mai. Je sais que vous avez décidé que votre détachement d'honneur participera également au défilé sur la place rouge. Merci beaucoup. Et bien sûr, comme d'habitude, nous avons l'occasion de discuter, aussi bien de manière formelle qu'informelle, des affaires en cours. Nous en avons beaucoup. Il suffit de dire que dans le domaine des relations économiques et commerciales, nous avons obtenu des résultats remarquables. Pour être franc, notre chiffre d'affaires dépasse les 50 milliards de dollars. Selon vos statistiques, c'est même un peu plus. D'après les nôtres, un peu plus de 50, environ 51, selon les données biélorusses, c'est 51 et quelques. C'est un point important. Ensuite, il faudra bien sûr discuter des questions de coopération industrielle. Nous nous sommes mis d'accord pour étendre cette coopération industrielle, notamment grâce à un travail commun dans le domaine de la construction aéronautique. Je veux vous présenter les propositions que nous avons à ce sujet. Nous sommes déjà prêts à installer, avec vos spécialistes, un laboratoire pour les drones dans notre usine. C'est très important, avant tout pour l'économie, pour la logistique. Nous avons des accords dans le domaine aéronautique, vous avez réussi à préserver une partie de votre industrie aérienne. Il y a donc là aussi matière à travailler, sur les petits avions, sur la coopération pour les avions de moyenne portée, etc. Nous parlerons aussi d'autres domaines. Le gouvernement travaille sur ces questions en permanence. Nous sommes au courant, vous et moi, des accords entre nos collègues. Je suis donc très heureux de vous voir. Encore une fois, bienvenue et merci pour cette opportunité. Merci surtout de m'avoir permis de visiter non seulement les lieux que j'avais déjà vus, mais aussi d'autres. Je vous avais dit que j'étais déjà venu à Stalingrad et à Volgograd, à l'époque soviétique et en tant que président. C'est un lieu impressionnant. Impossible de ne pas frissonner ici. J'ai vraiment été profondément touché. J'ai étudié l'histoire, je sais comment les gens se sont battus ici. Et quand on vient sur place, je me dis que je suis un adulte, mais quand on se tient devant ce monument, surtout à l'intérieur, là où nous étions, c'est quelque chose de grandiose, indescriptible. Je vous remercie de m'avoir permis, grâce à votre invitation, de revenir sur cette terre sacrée, où les Biélorusses, les Russes et tous les peuples de l'Union soviétique se sont battus jusqu'à la mort. Vous avez bien dit que nous avons établi une bonne tradition, poussé nos gouvernements à avancer, donné une impulsion à nos relations, et régler certaines questions que les gouvernements n'arrivent pas à résoudre. Nous nous rencontrons régulièrement. Merci de ces échanges fréquents par téléphone aussi, quand des urgences surviennent. Nous avons vraiment une vision commune de l'évolution de la situation, y compris des relations internationales. Nous sommes absolument sur la même longueur d'onde. Il n'y a même rien à ajouter. Nous ne le cachons pas, nous ne jouons pas de double jeu. Et un grand jour approche. J'ai oublié de le dire lors de mon discours. Certains, chez nous comme en Russie, polémiquent sur les rubans de Saint-Georges, sur la mémoire, etc. En Biélorussie, nous avons suivi ce chemin. Mais en parallèle, avec la jeunesse, nous avons aussi le mouvement « La Biélorussie se souvient », notre version du « Régiment immortel ». Personne n'interdit les rubans de Saint-Georges, bien sûr. Je me suis intéressé à leur histoire.
Je vous conseille de demander aux historiens de vous fournir toutes les informations à ce sujet. Dimitri m'écoute, il vous transmettra. Nous ne les rejetons pas, même si l'histoire du ruban de Saint-Georges est particulière. Chez nous, ces couleurs rappellent celles de notre drapeau soviétique, comme certains nous le reprochent. Ce choix a été fait lors d'un référendum. Le défilé, la Biélorussie se souvient, ressemble à votre premier régiment immortel. Rien de mal si certains veulent porter le ruban de Saint-Georges, d'autres le signent, la Biélorussie se souvient. Ils marchent ensemble, personne ne divise quoi que ce soit. Mais bon, certains ont besoin de faire du bruit autour de cela. Donc, ne faites pas attention. L'idée, nous la partageons totalement. Vous connaissez nos idées, nous connaissons les idées russes. C'est un seul et même pays, de Kirov à Brest, de Vladivostok, nous avons une seule patrie. Ce n'est pas de notre volonté que deux États s'y trouvent. Mais nous devons faire en sorte que nos relations soient encore plus étroites que dans un État unitaire. Et nous avons déjà beaucoup fait dans ce sens. Je suis certain que nos enfants et les générations futures apprécieront ce que nous faisons aujourd'hui, avec difficulté. Nous sommes attaqués de tous les côtés. Et toutes nos décisions visent à renforcer l'unité de nos peuples. C'est essentiel à l'approche de cette date mémorable. Merci donc encore pour cette opportunité. Que personne ne s'étonne que nous nous rencontrions si souvent. Nous ne rejetons personne. Si Malès Ribovitch a accepté de venir dans notre village lors de notre rencontre en mars, qu'il vienne, il est le bienvenu. Nous nous sommes assis, nous avons parlé. De questions communes. Pourquoi nous reprocher cela? Pourquoi nous envier? Venez, parlons ensemble, construisons nos relations. Merci encore pour ces journées lumineuses, pour l'invitation au défilé. Nous ne pouvions pas ne pas venir à Minsk. Vous savez que nous allons d'abord sur la place rouge, puis nous organisons notre propre défilé en Biélorussie. Et ce n'est pas un problème si nous sommes deux États, deux présidents, à être engagés sur cette voie. Nous ne nous sentons ni à l'étroit ni ennuyés. Nous faisons notre travail. Que ceux qui le veulent nous rejoignent. Alexandre Grigorievitch, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre ce que vous avez voulu dire à propos du ruban de Saint-Georges. J'imagine ce que cela pourrait être, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Les symboles peuvent varier un peu. Ce qui compte, c'est ce qu'ils représentent. Et derrière ces symboles, il y a notre histoire commune, notre présent et notre avenir. Cet avenir, nous le partageons. Merci beaucoup pour votre position. Dans cet entretien exceptionnel entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, c'est bien plus qu'une simple rencontre bilatérale qui se joue. Ce que nous observons ici, c'est la consolidation d'un axe stratégique russo-biélorusse face à un monde occidental perçu comme hostile, instable et désuni. Dès les premiers échanges, le ton est donné, Loukachenko remercie son homologue russe de l'avoir convié à Volgograd, au lieu de mémoire soviétique, et accepte avec solennité l'invitation à faire défiler le détachement militaire biélorusse sur la place rouge pour les commémorations du 9 mai. Ce geste, hautement symbolique, envoie un message clair. La Biélorussie ne se contente pas de soutenir la Russie, elle la suit dans sa lecture du passé et dans son orientation vers l'avenir. La conversation glisse ensuite vers les résultats économiques, et là encore, le discours est calibré. Poutine insiste sur le niveau, remarquable, du commerce bilatéral, plus de 50 milliards de dollars. Ce chiffre n'est pas lancé au hasard. Il sert à démontrer que l'alliance russo-biélorusse n'est pas seulement idéologique ou militaire, mais aussi économiquement viable et solide, en contraste avec les difficultés que rencontrent les économies occidentales, secouées par les sanctions, les ruptures d'approvisionnement et l'instabilité politique. Les deux hommes abordent également un dossier de plus en plus central, la coopération industrielle, notamment dans le secteur de l'aéronautique. Il est frappant de voir à quel point Poutine et Loukachenko insistent sur leur volonté de produire ensemble, de manière autonome, des avions des petits modèles jusqu'aux appareils de moyenne portée. Ce n'est pas seulement une ambition technologique, c'est un acte politique. Ils entendent construire une économie de guerre, tournée vers la résilience et l'indépendance technologique, alors que l'Occident coupe ou limite l'accès aux composants critiques.
Le développement d'une laboratoire sur les drones, annoncé par Poutine, confirme cette orientation vers une militarisation de l'économie et un recentrage autour des technologies stratégiques. Mais au-delà de l'économie, c'est bien la dimension mémorielle et idéologique qui occupe une place centrale. Loukachenko revient longuement sur l'importance du passé soviétique, la symbolique de Stalingrad, la résistance commune, les sacrifices partagés. Il parle avec émotion du monument et de la fierté ressentie. Ce n'est pas une posture, c'est la base narrative sur laquelle les deux dirigeants bâtissent une vision du monde commune, celle d'une civilisation qui aurait survécu à l'effondrement de l'URSS et qui cherche aujourd'hui à se réaffirmer, notamment face à ce qu'ils perçoivent comme un Occident décadent, amnésique et moralisateur. Vient ensuite un passage très révélateur sur les symboles nationaux, et notamment la fameuse géorgienne noire et orange. Loukachenko tente une distinction subtile. En Biélorussie, dit-il, on ne rejette pas ce symbole, mais on y ajoute celui de « Bélarus se souvient ». Là encore, il s'agit de dire qu'il n'y a pas de rupture, il y a continuité, héritage, mais avec des nuances nationales. Et Poutine le suit sur ce terrain, en affirmant que ce qui compte, ce n'est pas le symbole en lui-même, mais ce qu'il représente, une histoire commune, un avenir commun. Cela reflète une vision post-soviétique où les États peuvent être distincts politiquement, mais doivent rester unis culturellement et spirituellement. Le point culminant de la conversation arrive peut-être à la fin, lorsqu'ils évoquent la régularité de leurs rencontres, les discussions informelles, les échanges directs, les solutions que leur gouvernement n'arrive pas toujours à trouver seul. Loukachenko lâche alors cette phrase lourde de sens, « Nous ne repoussons personne. Ceux qui veulent, qu'ils viennent. » Une invitation déguisée, presque moqueuse, à l'intention des autres États post-soviétiques comprendre, si vous êtes fatigué de l'instabilité de l'Occident, rejoignez notre club, notre camp, notre vision. Cette idée d'un bloc alternatif au système international occidental, porté par Moscou et Minsk, se confirme à la toute fin. Loukachenko insiste, ce n'est pas parce qu'il y a deux États qu'il y a deux peuples. C'est un seul et même pays, de Brest à Vladivostok. C'est une déclaration quasi fédérative, qui anticipe peut-être un avenir où l'Union Russie-Biélorussie ne sera plus une simple alliance, mais une intégration plus poussée, plus assumée. En résumé, cet échange entre Poutine et Loukachenko n'est pas une conversation banale. Il s'agit d'un message géopolitique fort, adressé à l'Occident, mais aussi aux pays de l'espace post-soviétique. Leurs propos tissent un récit cohérent, fait d'un passé glorieux, d'une résistance actuelle face aux pressions extérieures, et d'un avenir partagé dans une nouvelle architecture multipolaire. Le tandem russo-biélorusse veut apparaître comme le noyau dur d'un monde alternatif, souverain, autosuffisant et fidèle à sa mémoire. Alors maintenant, à vous la parole. Que pensez-vous de cette démonstration d'unité entre Poutine et Loukachenko? Cette alliance est-elle selon vous une force stabilisatrice ou un danger pour l'équilibre mondial? Et surtout, verrons-nous bientôt d'autres pays les rejoindre dans ce « club » qu'ils appellent de leur vœu? Dites-le en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et restez attentifs, car les choses évoluent très vite sur l'échiquier international.